La villa corse se dressait comme une forteresse dorée, au-dessus de la mer Méditerranée. Un joyau d'architecture et de solitude où chaque murmure du vent semblait conspirer avec le silence pesant qui régnait entre eux. À la table somptueusement dressée, Chloé sentait le poids du regard d'Alistair Dubois, son mari, son geôlier. La robe de soie qu'il l'avait forcé à porter glissait sur sa peau comme une caresse froide, un rappel constant de sa nouvelle condition. Chaque tintement de sa fourchette contre la porcelaine fine résonnait dans la salle à manger comme un coup de marteau, mesurant les secondes de sa captivité. Dehors, la lune argentait les vagues, un spectacle d'une beauté cruelle, une liberté si proche et pourtant inaccessible. Elle était sa chose, son acquisition, le prix payé pour une trahison qu'il ne lui pardonnerait jamais. Cette première nuit de leur lune de miel n'était pas une célébration, mais le début d'une sentence, servie dans le luxe le plus suffocant. Alistair ne mangeait pas. Il la regardait simplement, ses yeux sombres et insondables, scrutant chaque parcelle de son visage, chaque mouvement hésitant de ses mains. Il y avait dans son immobilité une puissance contenue, une menace qui n'avait pas besoin de mots pour exister. Il était le maître de cet univers, le chef du crime organisé de Marseille, un homme habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, et il la désirait, elle, l'informatrice qui avait tenté de le détruire. Mais sous la surface de cette froide vengeance, Chloé percevait une lueur étrange, une obsession qui dépassait la simple punition. Ce n'était pas seulement la haine qui animait son regard, mais une possessivité féroce, presque douloureuse, comme s'il cherchait à lire en elle une réponse à une question qu'il n'oserait jamais poser. Son silence n'était pas vide. Il était rempli de souvenirs de leur passé, de la trahison, et d'un lien toxique qu'aucun des deux ne pouvait nier, un fil invisible et barbelé qui les liait bien plus solidement que ce contrat de mariage. Elle repensa à la signature, à l'encre noire scellant son destin sur le papier. Sa main avait tremblé, pas de peur, mais de rage. Les policiers pour qui elle avait risqué sa vie l'avaient abandonnée, la laissant pourrir en prison jusqu'à ce qu'Alistair, son ennemi juré, vienne lui offrir cette porte de sortie empoisonnée. La liberté en échange de sa vie, de son nom, de son âme. Alors qu'elle levait les yeux pour affronter son regard de prédateur, une étincelle de défi s'alluma au fond de ses prunelles. Il pouvait posséder son corps, l'enfermer dans cette cage dorée, mais il n'aurait jamais sa soumission totale. Sa dignité était la seule arme qui lui restait, une forteresse intérieure qu'il ne pourrait jamais conquérir. Si cette histoire silencieuse et pleine de tension a déjà commencé à toucher votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre et laissez-nous un j'aime pour soutenir Chloé dans sa lutte silencieuse. Le repas s'acheva dans le même silence oppressant qu'il avait commencé. Alistair se leva enfin, le bruit de sa chaise raclant le marbre étant le seul son qui brisait le calme mortel. Il contourna lentement la table, ses pas mesurés et délibérés, comme un loup qui s'approche de sa proie. Chloé sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, ses muscles se tendre en prévision de l'impact. Allait-il la toucher? Allait-il laisser libre cours à la violence qui semblait vibrer juste sous sa peau? L'air se chargea d'une électricité palpable, un mélange de peur et d'une étrange, presque insupportable, anticipation. Le parfum de son eau de Cologne, un mélange de cuir et d'épices, l'enveloppa, ravivant des souvenirs interdits, des moments où sa proximité n'était pas une menace mais une tentation dangereuse. Chaque seconde s'étirait à l'infini alors qu'il se rapprochait, son ombre grandissant jusqu'à l'engloutir complètement. Il s'arrêta juste derrière son fauteuil, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps irradier dans son dos. Elle ferma les yeux, attendant. Mais il ne la toucha pas. Il resta là, une présence imposante et silencieuse, la laissant mariner dans sa propre angoisse. Puis, sa voix, un murmure grave et rauque qui sembla faire vibrer l'air autour d'elle, brisa le silence. « Bienvenue chez vous, Madame Dubois. » Ces quelques mots, prononcés sans la moindre inflexion de chaleur, étaient plus efficaces que n'importe quelle chaîne. Il la clouait à sa nouvelle identité, à cette vie qui n'était pas la sienne. Le nom qu'il lui donnait n'était pas un terme d'affection, mais une marque de propriété, une affirmation de son pouvoir absolu sur elle. C'était la première fois qu'il lui parlait depuis qu'ils avaient quitté Marseille, et chaque syllabe était un maillon de plus à la cage invisible qu'il construisait autour d'elle. Sans un autre mot,
Il se détourna et quitta la pièce, la laissant seule dans l'immense salle à manger. Le bruit de ses pas s'estompa dans le couloir et un nouveau silence, plus lourd encore, s'installa. Chloé se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha de la grande baie vitrée qui donnait sur la terrasse. Le reflet qui la fixait était celui d'une étrangère. Une femme parée de soie et de diamants, le visage pâle et les yeux hantés. Dehors, le ciel corse était un velours noir piqué d'étoiles, une promesse de liberté infinie et inaccessible. Elle posa la main contre la vitre froide, sentant la barrière invisible qui la séparait du monde. Elle était Madame Dubois maintenant, une épouse sans amour, une prisonnière dans un palais, liée à l'homme qu'elle avait trahi et qui, à son tour, avait décidé de la posséder plutôt que de la détruire. La nuit ne faisait que commencer, et elle savait que ce serait la plus longue de sa vie. Les murs de la villa corse n'étaient qu'une version plus luxueuse de la cellule de prison qu'elle venait de quitter. En regardant son propre reflet dans la baie vitrée, Chloé ne voyait plus la femme qu'elle avait été. Avant Alistair, avant la trahison, elle était une ombre dans les ruelles du Panier à Marseille, une silhouette vêtue de cuir usé et animée par un feu sacré. Elle croyait en la justice, en un monde où les lignes entre le bien et le mal étaient claires et nettes. Son petit appartement sentait le café fort et les vieux livres, un sanctuaire modeste mais rempli de la promesse d'un avenir qu'elle construisait elle-même, une mission à la fois. Elle était respectée, crainte par les petits voyous et protégée par une conviction inébranlable qu'elle faisait ce qui était juste. Cette femme-là était morte, effacée par les titres des journaux et le cliquetis des menottes, remplacée par cette poupée de soie vide, captive d'un homme qui incarnait tout ce qu'elle avait juré de détruire. Sa chute avait été orchestrée non pas par le monde criminel qu'elle infiltrait, mais par ceux qui l'avaient envoyée au front. Elle se souvenait de la fierté dans la voix de son supérieur lorsqu'il lui avait confié la mission Dubois, la décrivant comme le sommet de sa carrière. Elle avait plongé tête la première, naviguant dans les eaux troubles de l'empire d'Alistair, collectant des preuves, risquant sa vie à chaque conversation, chaque regard échangé. Elle était devenue une experte en dissimulation, une artiste du mensonge, tout cela pour un idéal qui s'est avéré être une illusion. La police l'avait utilisée comme un pion, un sacrifice nécessaire sur l'échiquier de leur guerre contre le crime. Ils avaient promis de la protéger, de garantir sa sécurité, mais lorsque le piège s'était refermé, il n'était nulle part en vue, la laissant seule face aux conséquences, une agnelle jetée au loup qu'elle était censée chasser. Le jour de son arrestation reste gravé dans sa mémoire comme une brûlure au fer rouge. Ce n'était pas la violence des policiers qui l'avait brisée, mais leur indifférence glaciale. Les mêmes hommes qui l'avaient félicité pour son courage la traitaient maintenant comme une vulgaire criminelle, ses protestations se perdant dans le silence méprisant du commissariat. Puis vint l'humiliation publique. Son nom, son visage, placardé dans tous les journaux, non pas comme une héroïne infiltrée, mais comme la maîtresse d'un parrain de la pègre, une traîtresse des deux côtés. Sa famille lui avait tourné le dos, ses amis avaient disparu, et son monde s'était effondré en quelques heures. La honte était une cape lourde et suffocante, un poison qui s'infiltrait dans chaque parcelle de son être, la convainquant qu'elle ne méritait rien de mieux que les murs gris et froids de la prison des Baumettes. Dans sa cellule, le silence était son seul compagnon, un silence qui lui laissait tout le loisir de revivre chaque erreur, chaque faux pas. Elle passait ses journées à fixer le plafond, à se demander à quel moment précis tout avait basculé. Était-ce ce regard trop long échangé avec Alistair lors d'une réception? Ou cette information cruciale qu'elle avait retenue, une seconde de trop, une hésitation qui avait coûté cher? Le désespoir était une marée noire qui menaçait de l'engloutir. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, sa liberté, et surtout sa foi en la justice. Elle n'était plus Chloé Lambert, l'agent d'élite, mais le matricule 734, une anonyme parmi les autres, une histoire de trahison oubliée par le monde extérieur. La cage dorée d'Alistair n'était finalement qu'un changement de décor, une prison avec vue sur la mer. Mais la sentence restait la même, une vie qui ne lui appartenait plus. Pourtant, même dans les abysses de son désespoir, une étincelle de l'ancienne Chloé refusait de s'éteindre. C'était une braise tenace alimentée par la colère pure et brute. Elle se souvenait des visages de ses anciens collègues, de leur suffisance, de leur lâcheté. Elle se souvenait de la solitude, de l'abandon. Et cette mémoire, au lieu de la détruire, commençait à forger en elle une nouvelle armure.
Il l'avait dépouillée de tout, mais il ne pouvait pas lui prendre sa rage. Alistair pensait l'avoir achetée, l'avoir brisée, mais il n'avait fait que donner à sa colère une cible précise. Elle n'était peut-être plus un agent au service de la loi, mais elle était une survivante. Et au fond de son âme, une nouvelle mission prenait forme, non plus pour la justice des hommes, mais pour sa propre rédemption, sa propre vengeance. Elle ne serait pas la victime de cette histoire. Elle se détourna de la fenêtre, le reflet de la femme en robe de soie se dissolvant dans l'obscurité de la pièce. La mer au dehors continuait son chant immuable, indifférente à son drame. Mais Chloé n'était plus indifférente. Les souvenirs de sa chute ne la paralysaient plus de chagrin, ils la remplissaient d'une détermination froide comme l'acier. Alistair Dubois l'avait sortie d'une prison pour l'enfermer dans une autre, mais il avait commis une erreur monumentale. Il avait sous-estimé sa capacité à endurer, à se reconstruire à partir des cendres. Il la voyait comme un trophée, un objet brisé à posséder. Il allait bientôt découvrir qu'il avait enfermé dans sa forteresse non pas un oiseau en cage, mais une tigresse qui attendait patiemment le bon moment pour montrer ses griffes. La nuit corse était peut-être silencieuse, mais en elle la guerre venait tout juste de commencer. Les heures s'étirèrent dans une solitude glaciale, une attente sans objet qui pesait sur les épaules de Chloé plus lourdement que n'importe quelle menace physique. Incapable de trouver le repos dans la chambre somptueuse qui lui avait été assignée, une cage de soie et de marbre, elle se mit à errer dans les couloirs silencieux de la villa. Chaque pas sur le sol froid était un acte de rébellion silencieuse, une exploration des limites de sa nouvelle prison. La demeure était un labyrinthe de luxe et d'ombre, chaque pièce un témoignage de la puissance et du goût impeccable de l'homme qui la retenait captive. Guidée par une curiosité morbide, elle suivit un couloir faiblement éclairé qui s'achevait sur une porte massive en bois sombre, laissée curieusement entr'ouverte. Une faible lueur dorée filtrait par l'interstice, accompagnée d'une odeur enivrante de vieux papier, de cuir et de whisky, un parfum résolument masculin qui lui serra la gorge. C'était son antre, elle le sentait. Poussant doucement la lourde porte, elle pénétra dans une bibliothèque qui semblait s'étirer jusqu'au plafond. Des murs entiers de livres reliés de cuir montaient la garde dans la pénombre, créant une atmosphère à la fois intimidante et sacrée. Le seul éclairage provenait d'une petite lampe de bureau en laiton, posée sur un immense bureau en acajou, projetant des ombres dansantes sur les étagères. Et puis, elle le vit. Il était là, de dos, une silhouette imposante se découpant devant une immense baie vitrée qui donnait sur les falaises escarpées et la mer déchaînée. Il n'avait pas retiré sa veste de costume et tenait un verre à la main, le liquide ambré captant la lumière. Il était immobile, contemplant la même vue qui l'avait tourmenté plus tôt, comme s'il cherchait des réponses dans les vagues noires. L'air était si calme qu'elle pouvait entendre le léger cliquetis de la glace contre le cristal de son verre, un son fragile dans le silence écrasant de la pièce. Il se retourna lentement, sans la moindre surprise, comme s'il avait senti sa présence dès l'instant où elle avait franchi le seuil. Ses yeux sombres la fixèrent dans la pénombre, et pour la première fois, elle n'y lut pas seulement la froide colère ou la possession, mais une lassitude infinie, une solitude aussi profonde que la sienne. Le prédateur semblait avoir retiré son masque pour un instant, laissant entrevoir l'homme derrière. Il ne dit rien, se contentant de la dévisager, son regard parcourant sa silhouette vêtue de cette robe de soie qu'il avait choisie pour elle, s'attardant sur son visage où elle s'efforçait de ne laisser paraître aucune émotion. Le silence se tendit comme une corde, vibrant d'une énergie nouvelle, non plus seulement hostile, mais chargée d'une curiosité mutuelle et dangereuse. Chaque seconde qui passait semblait être une question posée et une réponse retenue, un dialogue muet entre deux âmes brisées par la même trahison. Il posa son verre sur le bureau avec une lenteur calculée et commença à marcher vers elle. Ses pas étaient feutrés sur le tapis perçant, ne produisant aucun son, ce qui le rendait d'autant plus menaçant. Il s'arrêta à moins d'un bras de distance, l'enveloppant de son ombre et de son parfum puissant. Chloé sentit son cœur marteler ses côtes, mais elle ne recula pas, s'ancrant au sol, relevant le menton dans un défi muet. Il était si proche qu'elle pouvait voir le reflet de la petite lampe dans ses pupilles dilatées, sentir la chaleur qui émanait de son corps. Lentement, presque avec hésitation, il leva la main. Elle se crispa,
s'attendant à un coup, à une caresse brutale. Mais ses doigts effleurèrent simplement une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon, la remettant en place avec une délicatesse qui la déstabilisa plus que n'importe quelle violence. Le contact fut bref, brûlant comme une braise sur sa peau, un geste presque tendre dans un océan de cruauté. « Vous êtes perdue, Chloé !» Sa voix était un murmure rauque, à peine audible, mais elle vibra à travers elle comme une onde de choc. Le son de son prénom, prononcé par lui sans le titre de Madame Dubois, était une intimité qu'elle n'avait pas anticipée, une fissure dans l'armure qu'il s'était forgée. Elle leva les yeux vers les siens et vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une fêlure. Derrière la dureté de ses traits, dans la profondeur de son regard, il y avait une vulnérabilité à vif, la douleur lancinante d'un homme qui avait cru et qui avait été trahi de la manière la plus intime. Pour la première fois, elle comprit que sa vengeance n'était pas seulement une démonstration de pouvoir, mais le remède empoisonné qu'il s'administrait pour soigner une blessure qu'elle seule avait pu lui infliger. Il n'était pas seulement son geôlier, il était aussi le prisonnier de sa propre obsession pour elle, un lien toxique qui les enchaînait l'un à l'autre. Elle ne répondit pas, se contentant de soutenir son regard, laissant son propre défi silencieux lui parler. Un long moment s'écoula, un univers contenu dans cet échange muet où la haine, le désir, la douleur et une étrange forme de reconnaissance se mêlaient inextricablement. Il semblait chercher quelque chose dans ses yeux, une once de regret, une étincelle de l'ancienne complicité, mais il ne trouva que la flamme intacte de sa fierté. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Il avait vu qu'elle n'était pas brisée. Lentement, il retira sa main, rompant le contact électrique, et le froid s'installa de nouveau entre eux. « Allez vous coucher », ordonna-t-il, sa voix redevenue dure et impersonnelle. Il lui tourna le dos et retourna vers la fenêtre, la congédiant comme une simple employée. Chloé quitta la bibliothèque, le cœur battant, la peau encore picotante, là où il l'avait touchée, emportant avec elle la certitude troublante que l'homme qu'elle devait haïr était bien plus complexe et bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec une nouvelle clarté, froide et tranchante comme l'air marin qui filtrait par la fenêtre entr'ouverte. La vision de la vulnérabilité d'Alistair dans la bibliothèque, cette fissure fugace dans son masque de marbre, avait changé quelque chose en elle. La peur avait cédé la place à une sorte de curiosité stratégique. Elle ignora la robe de créateur en organza, soigneusement disposée sur le lit par une domestique invisible, et choisit à la place un simple pantalon noir et un chemisier blanc qu'elle avait réussi à garder de son ancienne vie. C'était un acte de défi silencieux, une affirmation de son identité au-delà du rôle de Madame Dubois. Quand elle entra dans la salle à manger, Alistair était déjà là, lisant un journal, une tasse de café noir à la main. Il leva les yeux et son regard s'arrêta sur sa tenue. Aucune parole ne fut échangée, mais le silence se chargea d'une nouvelle tension. Ce n'était plus la passivité d'une victime qu'il voyait, mais la posture d'une adversaire. Alistair plia lentement son journal, le posant sur la table avec une précision qui démentait la tempête qui se préparait dans ses yeux. Il la fixa longuement, un prédateur évaluant un changement inattendu dans le comportement de sa proie. Puis sa voix, calme et dénuée de toute émotion, brisa le silence tendu. « Nous aurons des invités ce soir, des partenaires d'affaires. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Vous vous joindrez à nous. Vous serez parfaite. » Il se leva et s'approcha d'elle, s'arrêtant pour déposer sur la table un écrin en velours noir. Il l'ouvrit d'un geste sec, révélant un collier de diamants si éblouissant qu'il semblait capturer et emprisonner la lumière du jour. « Vous porterez ceci, avec la robe qui sera livrée dans votre chambre cet après-midi. » Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre, un rappel brutal de sa position. Il lui rendait sa cage, plus luxueuse et plus lourde que jamais, et la mettait au défi de refuser. La robe arriva comme promis, une création de soie rouge sang qui semblait presque vivante au toucher. Chloé la contempla, étendue sur le lit, comme une promesse et une menace. Le rouge était la couleur de la passion, mais aussi du danger, du sang versé. Le collier de diamants posé à côté était froid et lourd, comme des chaînes scintillantes. Pendant un instant, l'envie de tout jeter par la fenêtre, de crier sa haine, la submergea. Mais la combattante en elle reprit le dessus. Refuser frontalement serait une erreur, une satisfaction trop facile à lui accorder.
Non, elle n'allait pas refuser. Elle allait accepter son jeu mais en changer les règles. Elle porterait sa robe, son collier, son masque de soumission. Elle serait son plus beau trophée, sa plus grande fierté. Et depuis cette position, au cœur même de son pouvoir, elle observerait, elle apprendrait, et elle trouverait la faille qui lui permettrait de tout faire s'effondrer. Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une reine se préparant pour la guerre, pas d'une captive. Le soir venu, la villa bourdonnait d'une énergie masculine et dangereuse. Les invités d'Alistair étaient des hommes dont le pouvoir se lisait dans la coupe de leurs costumes et la froideur de leurs regards. Chloé fit son entrée, descendant le grand escalier. Le silence se fit. La robe rouge épousait ses formes, une flamme vivante dans la pénombre luxueuse, et les diamants à son cou scintillaient comme des éclats de glace. Elle sentit le regard d'Alistair sur elle, plus intense que celui de tous les autres réunis. Il y avait de la possession, oui, mais aussi une lueur de surprise, une sorte de fierté réticente. Elle joua son rôle à la perfection, offrant des sourires mesurés, inclinant la tête avec une grâce étudiée, une poupée magnifique et silencieuse à son bras. Mais derrière ses yeux baissés, son esprit était en alerte. Elle analysait les dynamiques, les alliances non dites, les tensions subtiles entre ces hommes. Elle n'était plus une captive, elle était redevenue une informatrice, et son geôlier venait de lui offrir un accès sans précédent à son monde. Au milieu du repas, l'un des invités, un homme plus âgé à la suffisance huileuse, se tourna vers elle. « Votre mari a un goût exquis, ma chère. Dites-moi, vous intéressez-vous à autre chose qu'à la mode et aux bijoux ?» La question était condescendante, la réduisant à un simple accessoire. Le silence s'épaissit, tous les regards se tournant vers Alistair, attendant qu'il remette son invité à sa place. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Chloé leva lentement les yeux, son sourire ne vacillant pas. « Bien sûr, monsieur Moretti, » répondit-elle d'une voix douce et claire qui porta dans toute la pièce. « Je suis fascinée par l'art des négociations complexes, surtout celles qui concernent les routes maritimes entre le port de Gênes et celui de Marseille. C'est un équilibre si délicat, n'est-ce pas? Une simple erreur de jugement peut coûter si cher. » Un silence de mort tomba sur la table. Elle venait de faire allusion à une transaction secrète et risquée, une information qu'elle n'était pas censée connaître. Le regard de Moretti se voila d'une méfiance glaciale, et les autres invités semblaient soudain mal à l'aise. Chloé, elle, reprit tranquillement une gorgée de son vin, comme si de rien n'était, l'innocence même. Mais le message était passé, elle n'était pas une idiote, elle écoutait, elle comprenait. Le vrai choc, cependant, fut la réaction d'Alistair. Assis à la tête de la table, il la fixa, et pour la première fois, elle vit quelque chose de totalement inattendu sur son visage. Le coin de ses lèvres s'était très légèrement relevé, formant l'ombre d'un sourire. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais un sourire de pur amusement, de fascination dangereuse. Il n'était pas en colère contre son insubordination, il était intrigué. La femme qu'il pensait avoir domptée venait de lui montrer ses griffes, non pas contre lui, mais à ses côtés. Une fois les invités partis, il la rejoignit dans le grand salon. « C'était imprudent, dit-il, sa voix un murmure grave. Mais c'était brillant. Qui êtes-vous vraiment, Chloé ?» La question resta suspendue entre eux, changeant tout. « Cette histoire vous captive-t-elle? Si vous ressentez la tension monter entre Chloé et Alistair, et que vous voulez savoir comment ce jeu de pouvoir va se terminer, n'hésitez pas à partager dans les commentaires la scène qui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est précieux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de leur destin entrelacé et regardez la vidéo suivante pour découvrir la suite de leur histoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Le gala de charité de la Fondation Dubois était l'apogée de la saison mondaine marseillaise. C'est un spectacle de richesse et de pouvoir où les faux semblants étaient la monnaie la plus précieuse. Chloé, dans une robe d'émeraude sombre qui contrastait violemment avec le rouge de la dernière fois, jouait son rôle avec une maîtrise qui l'étonnait elle-même. Elle était devenue une extension de la volonté d'Alistair, un chef-d'œuvre de grâce et de silence à son bras. Il y avait entre eux une nouvelle dynamique, une trêve fragile née de leur confrontation intellectuelle. Parfois, au milieu des conversations feutrées et des rires cristallins, elle sentait son regard sur elle, non plus seulement possessif, mais teinté d'une curiosité presque respectueuse. Pour la première fois depuis des semaines, elle osait respirer un air qui ne sentait pas la captivité,
mais l'illusion d'une normalité dangereuse, une accalmie précaire avant une tempête qu'elle ne voyait pas encore venir à l'horizon. C'est alors qu'un visage surgit du passé, un fantôme en costume cravate qui glaça le sang dans ses veines. Le commissaire Valois, son ancien supérieur, l'architecte de sa mission et de sa chute, se tenait à quelques mètres, un verre de champagne à la main, un sourire carnassier aux lèvres. Le bruit de la fête sembla s'estomper, remplacé par le battement assourdissant de son propre cœur. Alistair sentit immédiatement sa crispation, son corps se raidissant contre le sien. Son regard suivit celui de Chloé et se posa sur le commissaire. Une froideur imperceptible, un durcissement de sa mâchoire fut sa seule réaction. Mais Chloé le connaissait assez pour savoir que sous ce calme de surface, une violence inouïe se préparait. Valois leva son verre dans leur direction, un salut ironique qui était une déclaration de guerre. Il commença à marcher vers eux, fendant la foule comme un requin se dirigeant vers sa proie, et Chloé sut que sa fragile paix venait de voler en éclats. Valois s'arrêta devant eux, son arrogance à peine voilée par les conventions sociales. « Dubois », salua-t-il Alistair d'un ton faussement cordial avant de tourner son attention venimeuse vers Chloé. « Et voilà la fameuse Madame Dubois. C'est incroyable comme le luxe vous va bien, Lambert. Qui aurait cru que notre meilleure indicatrice finirait par épouser sa cible? Dites-moi, était-ce le plan depuis le début? Ou avez-vous simplement trouvé que le lit du parrain était plus confortable qu'une cellule de prison ?» Chaque mot était une gifle, prononcée assez fort pour que le cercle d'invités le plus proche puisse entendre. Le silence se propagea comme une onde de choc. Les murmures cessèrent, les sourires se figèrent, tous les regards convergèrent vers elle, des centaines d'yeux la déshabillant de sa robe de créateur pour ne voir que la traîtresse, l'informatrice, la femme achetée. Son nom, Lambert, prononcé ainsi, la dépouillait de sa nouvelle identité et la clouait au pilori de son passé honteux. Le monde de Chloé bascula dans un vide blanc et assourdissant. La chaleur de la pièce se transforma en un froid glacial qui la pénétra jusqu'aux os. Elle se sentit nue, exposée, chaque parcelle de sa dignité arrachée et piétinée sur le sol en marbre. Les visages autour d'elle se déformèrent en masques de mépris, de curiosité malsaine, de pitié condescendante. Elle était le scandale du soir, le divertissement inattendu. La main d'Alistair sur sa taille se resserra, non pas comme un soutien, mais comme les barreaux d'une cage se refermant sur elle. Elle n'osa pas lever les yeux vers lui, terrifiée par ce qu'elle y verrait, la confirmation de son dégoût, la fureur d'avoir été publiquement humiliée par son intermédiaire. Elle avait souillé son nom, entaché sa réputation. Elle n'était plus un trophée intrigant, mais une souillure, un rappel public de la trahison qu'il avait tenté d'ensevelir sous des couches de soie et de diamants. La chute était vertigineuse, et au fond du gouffre, il n'y avait que la certitude de sa solitude absolue. Mais la réaction d'Alistair ne fut pas celle qu'elle attendait. Il ne la repoussa pas. Au contraire, il la tira plus près encore, son corps devenant un bouclier contre les regards hostiles. Un calme terrifiant s'empara de son visage, un masque de glace d'où ne transparaissait qu'une fureur pure et contenue. Il ne regarda même plus Chloé. Ses yeux, sombres et mortels, se fixèrent sur le commissaire Valois. Sa voix, quand il parla, était un murmure si bas et si menaçant qu'elle sembla faire baisser la température de la pièce. « Vous avez fait une erreur, commissaire. Vous avez oublié à qui vous parliez. Et plus important encore, vous avez oublié de qui vous parliez. » Puis, sans un autre mot pour l'homme qu'il venait de condamner, il se tourna, son bras toujours fermement autour de Chloé. « Nous partons », décréta-t-il, sa voix ne tolérant aucune discussion. Il ne lui laissa pas le choix, la guidant à travers la foule qui s'écartait devant eux, comme la mère devant un dieu en colère. La traversée du grand salon fut une marche de la honte interminable. Chaque pas était un supplice, chaque regard une flèche empoisonnée. Chloé marchait comme une automate, consciente uniquement de la poigne de fer d'Alistair qui la maintenait debout. Dehors, l'air frais de la nuit marseillaise fut un choc brutal, mais ne parvint pas à dissiper le brouillard de son humiliation. Le trajet en voiture se fit dans un silence si lourd qu'il en était physiquement douloureux. Alistair ne la regardait pas, fixant la route devant lui, ses mains serrant le volant avec une force qui blanchissait ses jointures. Ce n'était pas le silence de leur villa corse, un silence rempli de non-dits et de tensions subtiles. C'était le calme absolu qui précède l'anéantissement.
le silence d'un prédateur qui a retenu sa fureur en public et qui attend d'être seul avec sa proie pour la déchaîner. La porte de la villa se referma derrière eux avec le bruit sec d'une condamnation et Chloé sut que sa véritable punition ne faisait que commencer. De retour à la villa, le silence qui les accueillit était d'une nature différente, plus dense et plus froid que celui de leur première nuit en Corse. Ce n'était plus un silence de tension, mais un silence de condamnation. Chloé s'attendait à une explosion, à la fureur brute d'un homme humilié. Elle s'était préparée au cri, peut-être même à la violence, mais Alistair ne lui offrit rien de tout cela. Il ne la regarda même pas. D'un geste las et méprisant de la main, il lui indiqua l'escalier, la congédiant comme une servante fautive. Puis il se dirigea vers son bureau, fermant la lourde porte derrière lui. Le clic du verrou fut plus assourdissant que n'importe quel cri, scellant sa solitude et son bannissement. Laissée seule dans l'immense hall d'entrée, sous le regard indifférent des portraits de famille, Chloé sentit le sol en marbre se dérober sous ses pieds. La punition n'était pas la rage, mais l'indifférence. Il l'avait effacée de son monde, la rendant invisible, inexistante, et c'était une torture bien plus cruelle que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les jours suivants se fondirent en une brume grise et monotone. Alistair avait instauré une ségrégation invisible, mais infranchissable au sein même de la villa. Elle était confinée à son aile de la maison, une prisonnière dans sa propre prison dorée. Les repas lui étaient apportés sur un plateau d'argent et laissés devant sa porte par une domestique au visage fermé, qui n'osait jamais croiser son regard. La nourriture, exquise et abondante, avait le goût de la cendre. Elle passait des heures assise près de la grande fenêtre de sa chambre, observant le va-et-vient des vagues, un mouvement perpétuel qui contrastait cruellement avec sa propre immobilité. Le vide laissé par la présence écrasante d'Alistair était presque plus insupportable que la tension de sa proximité. Elle se surprenait à tendre l'oreille, espérant entendre le son de ses pas dans le couloir, le timbre grave de sa voix au téléphone. Elle avait désiré sa distance, mais maintenant que le gouffre était creusé entre eux, elle réalisait qu'elle était en train de se noyer dans le silence. De l'autre côté de la villa, dans la pénombre de sa bibliothèque, Alistair était lui aussi prisonnier de son propre tourment. Entouré des symboles de son pouvoir, les livres rares, les contrats valant des millions, les cartes stratégiques de son empire, il se sentait impuissant. La rage qu'il avait ressentie au gala ne s'était pas apaisée. Elle s'était transformée en un poison lent qui corrodait son âme. Il revoyait sans cesse le visage de Valois, son sourire suffisant et la lueur de panique et d'humiliation dans les yeux de Chloé. Une fureur protectrice, irrationnelle et possessive, le consumait. Il l'avait voulu pour la punir, pour la briser, mais voir un autre homme lui infliger cette douleur était intolérable. Il passait des heures à regarder les images des caméras de surveillance, la suivant des yeux alors qu'elle errait dans sa chambre, une silhouette fantomatique et gracieuse. Il était son geôlier, mais chaque barreau de la cage qu'il avait construite autour d'elle semblait se refermer aussi sur son propre cœur. Une nuit, une tempête violente s'abattit sur la côte, un déchaînement des éléments qui semblait être le reflet de leur chaos intérieur. Le vent hurlait contre les fenêtres et des éclairs déchirèrent le ciel, plongeant la villa dans une obscurité intermittente. Le bruit du tonnerre soudain et brutal réveilla en Chloé des peurs ancestrales, des souvenirs de sa cellule où chaque son inattendu était une menace. Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, elle quitta sa chambre et marcha à tâtons dans les couloirs sombres, guidée par une force invisible vers l'aile d'Alistair. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Pas du réconfort, non. Peut-être seulement la certitude qu'elle n'était pas seule face à la fureur du monde. Elle arriva devant la porte de sa bibliothèque, une barrière de bois massif entre leurs deux solitudes. Sa main se leva tremblante, effleura le bois froid mais n'osa pas frapper. L'orgueil, la peur et la honte étaient des chaînes plus lourdes que son besoin de connexion. Elle fit demi-tour, retournant à sa solitude, le silence entre eux encore plus lourd que le fracas de l'orage. Le lendemain matin, le calme était revenu, laissant derrière lui un air lavé et une lumière pâle. En cherchant quelque chose à lire pour tromper l'ennui, Chloé fouilla dans le seul sac qu'elle avait pu conserver de son ancienne vie. Au fond, sous quelques vêtements usés, elle trouva un vieux livre de poésie de Paul Éluard, un compagnon de ses années d'insouciance. En le feuilletant, une petite fleur séchée tomba des pages. Une campanule, fragile et presque translucide avec le temps. Elle ne se souvenait pas de l'avoir cueillie. Puis,
Un souvenir fragmenté lui revint. Une après-midi, des mois avant son arrestation, assise sur un banc dans les jardins du Pharo, lisant ce même livre. Elle avait senti un regard sur elle, mais n'y avait pas prêté attention. Était-ce possible? Était-ce lui? L'idée qu'Alistair l'observait bien avant la trahison, qu'il y avait une histoire avant leur histoire, était une pensée vertigineuse. C'était un minuscule éclat de lumière dans l'obscurité de ses certitudes, une question qui changeait la nature de sa haine. La distance qu'Alistair avait imposée n'était plus seulement physique. Elle était devenue un paysage émotionnel aride où ni la haine ni le désir ne pouvaient plus prendre racine. Le silence n'était plus une punition, mais un état d'être, un linceul qui étouffait lentement tout ce qui avait pu exister entre eux. Chloé réalisait maintenant, avec une clarté douloureuse, que le conflit, la tension, les regards chargés de défis et de possession étaient une forme de lien. C'était toxique, dangereux, mais c'était vivant. Ce vide, cette absence totale de communication, était une forme de mort. En regardant l'horizon depuis sa fenêtre, elle ne voyait plus la promesse de la liberté, mais l'étendue infinie de leur séparation. Elle préférait affronter le prédateur enragé plutôt que de coexister avec ce fantôme indifférent. Le silence devait être brisé, à n'importe quel prix. Car dans ce mutisme absolu, elle sentait non seulement son propre esprit s'effriter, mais aussi l'écho lointain d'une solitude qui n'était peut-être pas seulement la sienne. Poussée par une force qu'elle ne s'expliquait pas, une urgence née du silence et du souvenir de cette fleur séchée, Chloé décida qu'elle ne pouvait plus attendre. L'ignorance était une torture plus lente et plus insidieuse que la présence menaçante d'Alistair. Elle quitta sa chambre, ses pas feutrés résonnant dans les couloirs vides, et se dirigea une nouvelle fois vers le sanctuaire interdit, sa bibliothèque. Cette fois, elle n'était pas une intruse craintive, mais une femme en quête de vérité, prête à affronter les fantômes qui hantaient cette maison. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra, le cœur battant, et se dirigea directement vers le bureau massif en acajou. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle survolait le bois poli, cherchant non pas une faille dans son armure, mais une clé pour comprendre l'homme qui la retenait captive. Un tiroir, apparemment bloqué, céda sous une pression inhabituelle, révélant non pas un mécanisme secret, mais une simple clé en laiton posée au fond, comme si elle l'attendait. La clé ouvrait un compartiment dissimulé dans la boiserie du bureau, un espace si bien intégré qu'il était invisible à l'œil nu. À l'intérieur reposait un unique et épais dossier en cuir noir. Le souffle de Chloé se coupa dans sa gorge lorsqu'elle lut son propre nom. Chloé Lambert, gravé en lettres d'or sur la couverture. Ce n'était pas un dossier récent. Le cuir était légèrement usé, les coins adoucis par le temps. Avec une appréhension mêlée de terreur, elle l'ouvrit. Ce qu'elle y trouva dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des photos d'elle, pas seulement pendant sa mission d'infiltration, mais bien avant. Des photos volées d'elle sortant de son petit appartement à Marseille, lisant dans un parc, buvant un café seule. Il y avait des rapports détaillés sur sa carrière dans la police, ses promotions, ses succès. Et puis la section la plus effrayante, des notes manuscrites d'Alistair analysant la corruption de ses supérieurs, détaillant les risques qu'il lui faisait prendre, soulignant la probabilité de son abandon par le système. Elle s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir d'Alistair, les pages tremblantes entre ses doigts. La vérité était là, écrite noir sur blanc, dans l'écriture serrée et précise de l'homme qu'elle croyait haïr. Il savait, depuis le tout début. Il avait su qui elle était, avant même qu'elle ne prononce son premier mensonge dans son cercle. Chaque étape de son infiltration, chaque information qu'elle pensait avoir obtenue de haute lutte, il l'avait laissé faire. Il l'avait observé se débattre dans une toile d'araignée dont il tenait tous les fils, sa cruauté, son mariage forcé, sa prison dorée. Ce n'était pas une simple vengeance pour sa trahison, c'était une extraction, un acte barbare et possessif pour l'arracher aux griffes de Valois et des autres, des hommes qu'il savait prêts à la sacrifier sans le moindre scrupule. La cage n'avait pas été construite pour la punir, mais pour la protéger, d'une manière tordue et suffocante que seul un homme comme lui pouvait concevoir. Le monde de Chloé bascula sur son axe. Chaque souvenir, chaque interaction avec Alistair se reconfigura sous cette nouvelle lumière aveuglante. Sa fureur silencieuse n'était pas dirigée contre elle, mais contre ceux qui l'avaient utilisée. Son obsession n'était pas née de sa trahison, mais l'avait précédée.
Elle était la pièce maîtresse d'un jeu bien plus vaste et plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais soupçonné. La haine qui avait été son armure et son carburant s'évapora, laissant place à un vertige abyssal. Qui était cet homme? Ce monstre qu'il avait acheté pour la sauver? Ce geôlier qui était son seul protecteur? Elle posa le dossier sur le bureau, le bruit du cuir sur le bois semblant résonner dans le silence de la villa. Elle n'était plus une victime de sa cruauté, mais l'objet d'une protection obsessionnelle. Et cette révélation était infiniment plus terrifiante que la simple haine, car elle la liait à lui par une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Alors qu'elle tentait d'assimiler le choc, un son faible et inattendu brisa le silence. Une vibration. Elle provenait du dossier lui-même. Glissé entre deux pages de rapport, un petit téléphone jetable, fin et anonyme, s'illumina. Chloé le saisit, le cœur martelant violemment contre ses côtes. Un unique message venait d'apparaître sur l'écran. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, mais elle reconnut instantanément la menace. C'était une photo nette et cruelle de la petite maison de ses parents en Provence, le rosier de sa mère grimpant le long de la façade. La photo avait été prise il y a quelques minutes à peine, le soleil du matin éclairant la scène d'une lumière paisible et trompeuse. En dessous, une seule phrase. « On sait où tu es. Fais ce qu'on te dit, ou ta famille paiera pour ta double trahison. » Le commissaire Valois ne l'avait pas oublié. Il ne la laisserait jamais partir. Le piège qui s'était refermé sur elle venait de s'étendre à ceux qu'elle aimait le plus au monde. La panique, froide et paralysante, la saisit pendant une seconde. Puis, elle fut balayée par une vague de fureur pure. Ils osaient. Ces hommes qui l'avaient abandonnée dans une cellule osaient maintenant menacer sa famille. Toute trace d'hésitation disparut, remplacée par une certitude glaciale. Elle ne pouvait plus se battre seule. Le système judiciaire était une arme pointée sur elle, et son passé une chaîne qui la liait à ses bourreaux. Dans ce monde de loups, il n'y avait qu'un seul prédateur plus puissant, plus impitoyable que les autres. Un homme qui, elle le comprenait maintenant, avait un intérêt direct à sa survie. Serrant le dossier contre sa poitrine comme un bouclier et le téléphone dans sa main comme une arme, elle quitta la bibliothèque. Elle ne se dirigea pas vers sa chambre pour se cacher, mais vers l'aile d'Alistair. Pour la première fois, elle allait vers lui non pas par contrainte, mais par choix. Elle frappa à la porte de sa chambre, un coup sec et déterminé qui brisa définitivement le silence qui les avait séparés. La porte s'ouvrit sans un bruit, révélant Alistair dans l'encadrement, torse nu, les ombres de la chambre dansant sur sa peau et accentuant la tension de ses muscles. Son regard n'était pas furieux, mais empreint d'une lassitude infinie, comme celui d'un homme qui attendait cette confrontation depuis une éternité. Chloé ne recula pas. Le cœur battant à un rythme sauvage, elle fit un pas en avant, pénétrant dans la lumière dorée qui filtrait de la pièce. Sans un mot, elle tendit le dossier en cuir et le téléphone dont l'écran brillait encore de la menace. Ses mains ne tremblèrent plus. La peur avait été consumée par le besoin viscéral de comprendre. Le silence entre eux était si dense qu'il semblait avoir un poids physique, un abîme rempli de mensonges, de trahisons et d'une vérité qu'elle était enfin prête à affronter. Il baissa les yeux vers les objets qu'elle lui présentait, puis les releva vers elle, et dans la profondeur de ses prunelles, elle ne vit pas un geôlier, mais un homme acculé face à ses propres démons. Il ne montra aucune surprise, seulement une profonde tristesse qui durcit les traits de son visage. Il prit le dossier de ses mains, le contact de leurs doigts envoyant une décharge électrique à travers elle. « Je savais qui vous étiez avant même que vous ne franchissiez le seuil de mon bureau pour la première fois. » Sa voix était rauque, chargée d'une émotion brute qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Je vous ai observé pendant des mois. J'ai vu Valois et ses semblables vous tisser une toile, vous envoyer dans la fosse aux lions en vous promettant une protection qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vous donner. » Il fit une pause, son regard la sondant jusqu'à l'âme. « Ils allaient vous sacrifier, Chloé. Vous jeter en pâture dès que vous ne leur seriez plus utile. Vous acheter n'était pas une vengeance pour votre trahison, c'était une extraction, la seule manière que je connaissais pour vous arracher à des charognards bien plus dangereux que moi. » Les mots d'Alistair s'abattirent sur elle comme un torrent, emportant toutes ses certitudes, toutes les fondations de sa haine. Chaque acte de cruauté, chaque silence pesant, chaque geste de possession se reconfigurait sous cette lumière nouvelle et terrible. La cage dorée n'avait jamais été une punition, mais un sanctuaire barbare. Sa fureur au gala n'était pas due à l'humiliation de son nom,
mais à la vue de l'homme qui l'avait mise en danger osant la toucher de ses mots sales. La haine, ce poison familier qui l'avait maintenue en vie, se dissolvait pour laisser place à un vertige immense, une compréhension si profonde qu'elle en était douloureuse. Il ne l'avait pas enchaînée pour la briser, mais pour l'empêcher de se noyer dans un océan de corruption dont il connaissait parfaitement les courants. Et dans ce geste tordu et possessif, il y avait une forme de dévotion si absolue qu'elle en était terrifiante. Le dossier et le téléphone glissèrent de ses doigts, s'écrasant sans bruit sur le tapis perçant, oublié. Le monde extérieur, la menace de Valois, tout s'effaça, ne laissant que cet homme et la vérité nue qui palpitaient entre eux. Il fit un pas, abolissant la distance qui les séparait. Lentement, avec une hésitation qui trahissait des mois de retenue, il leva la main. Chloé ne tressaillit pas. Elle ferma les yeux lorsque ses doigts effleurèrent à sa joue, un contact qui n'était ni possession ni menace, mais une question silencieuse, une demande de pardon qu'il ne formulerait jamais avec des mots. Une larme solitaire roula sur sa peau, traçant un chemin brûlant jusqu'à ses lèvres. Il l'essuya du pouce, son toucher d'une délicatesse qui la brisa plus sûrement que toute sa froideur passée. C'était une reddition, mais pas celle qu'il avait toujours voulu. Ce n'était pas sa soumission qu'elle lui offrait, mais sa confiance, un don infiniment plus précieux et plus dangereux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans une collision qui n'avait rien de doux. C'était une déferlante de faim, de colère, de solitude et de soulagement. Un baiser qui avait le goût du whisky, du regret et de mois de silence hurlant. Ses mains se crispèrent dans ses cheveux, le tirant à elle tandis que ses bras l'enserraient, la soulevant du sol comme pour l'ancrer à lui, pour s'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais lui échapper. Ce n'était pas un baiser de tendresse mais de reconnaissance, un pacte scellé dans le feu d'une passion trop longtemps réprimée. Chaque contact était une confession, chaque caresse une absolution. Il la désirait. Elle le comprenait maintenant, non pas comme un objet, mais comme un égal, une tempête qui répondait à la sienne. Dans cette étreinte brutale et désespérée, la prisonnière et le geôlier s'effaçaient, ne laissant que deux âmes brisées qui trouvaient enfin l'une dans l'autre un refuge contre le monde. Le baiser s'acheva aussi soudainement qu'il avait commencé, les laissant tous deux haletants, le front collé l'un à l'autre, les yeux fermés. Le chaos de la passion fit place à un calme profond, une certitude nouvelle et inébranlable. L'ennemi n'était plus entre eux, il était dehors et pour la première fois, ils lui feraient face ensemble. Alistair déposa un baiser sur son front, un geste d'une tendresse infinie qui semblait sceller leur nouvelle alliance. Ils ne te toucheront plus jamais. Sa voix n'était plus qu'un murmure contre sa peau, mais elle portait le poids d'un serment de sang. Ni toi, ni ta famille, c'est ma promesse. Chloé leva les yeux vers lui, et dans les profondeurs sombres de son regard, elle ne vit plus le monstre, ni le mafieux, ni son ravisseur. Elle vit un homme qui avait déplacé des montagnes pour la garder, et qui était prêt à déclarer la guerre au monde entier pour la protéger. Elle était enfin libre, non pas de lui, mais avec lui. La guerre qui s'ensuivit ne fut pas une guerre de sang, mais une partie d'échecs silencieuse et mortelle jouée dans les ombres de Marseille. Dans la bibliothèque qui avait été le théâtre de leur confrontation, ils devinrent des stratèges, des alliés forgés dans le feu de la trahison. Alistair déploya devant elle la carte de son empire, non pas comme une démonstration de puissance, mais comme un acte de foi absolue. Il lui confia ses secrets, ses vulnérabilités, les clés de son royaume, la traitant non plus comme un pion, mais comme sa reine. Chloé, de son côté, mit à son service sa connaissance intime du système qui l'avait broyé, anticipant chaque mouvement de Valois, décelant les failles dans l'arrogance de ses anciens maîtres. La villa corse, autrefois sa prison, se transforma en leur sanctuaire, un quartier général où la haine s'était muée en une mission commune. La nuit, ils ne dormaient pas dans des chambres séparées, mais ensemble, leur corps trouvant dans le contact une trêve et une promesse, le silence entre eux n'étant plus une arme, mais un langage de confiance partagé. L'exécution de leur plan fut une symphonie de précision et de pouvoir discret, des murmures dans des ruelles sombres, des transferts de données cryptés, des loyautés retournées par la simple force de la réputation d'Alistair. Il n'y eut pas de violence, pas de coup de feu, seulement le démantèlement méthodique et implacable de l'univers de Valois. Chloé était au cœur de l'opération, sa voix calme au téléphone guidant les hommes d'Alistair à travers les méandres de la procédure policière, une Ariane menant son Thésée hors du labyrinthe corrompu.
Elle regardait Alistair diriger ses forces avec une admiration réticente, voyant l'homme de pouvoir non pas comme un monstre, mais comme un roi protégeant son territoire. Et elle réalisait, avec un frisson qui n'était plus de peur mais d'excitation, qu'elle faisait désormais partie de ce territoire. Elle n'était plus la captive, mais la conseillère, la partenaire. Chaque information qu'elle fournissait était un clou de plus dans le cercueil de son passé. Chaque regard approbateur d'Alistair, une pierre de plus à la fondation de leur avenir. Le piège se referma sur le vieux port, sous le regard bienveillant de la bonne mère. Valois arriva suffisant, s'attendant à trouver une Chloé brisée, prête à tout pour sauver sa famille. Il la trouva, en effet, mais elle n'était pas seule. Alistair se tenait à ses côtés, non pas comme un geôlier, mais comme un rempart. Ils ne dirent rien. Un écran géant, normalement dévolu à la publicité, s'alluma derrière eux. Et sur cet écran, devant les touristes et les Marseillais attablés aux terrasses, défilèrent les preuves irréfutables de la corruption de Valois. Des enregistrements audio, des transactions bancaires, des témoignages. L'humiliation publique qu'il lui avait infligée lui était rendue au centuple, non pas dans le secret d'un salon mondain, mais à la face de la ville entière. Le visage du commissaire se décomposa, son arrogance s'effritant pour révéler le petit homme pathétique qu'il avait toujours été. La justice, celle que Chloé avait tant cherchée, n'était pas venue de la loi, mais de l'homme qu'elle avait cru être son ennemi juré. De retour à la villa, alors que les nouvelles de la chute spectaculaire de Valois inondaient les chaînes d'information, Alistair lui révéla le véritable prix de sa liberté. Pour obtenir ces preuves, pour garantir une protection totale et définitive à sa famille, il avait dû sacrifier une partie vitale de son organisation, exposer des routes, renoncer à des alliances, se rendre vulnérable. Il avait délibérément affaibli son propre empire pour la libérer des chaînes de son passé. Ce n'était pas un geste de pouvoir, mais un acte de sacrifice, la preuve ultime que son obsession s'était transformée en une dévotion absolue. Il avait choisi sa paix plutôt que sa couronne. Chloé le regarda, les larmes brouillant sa vue, et comprit la profondeur de son amour. Il ne l'avait pas seulement sauvé de ses ennemis, il l'avait sauvé de lui-même, de l'homme qu'il avait été, celui qui croyait que tout pouvait s'acheter. Et dans ce geste, il lui offrait le don le plus précieux, un avenir qui ne serait plus défini par la peur ou la dette, mais par le choix. Quelques semaines plus tard, sur la même terrasse où avait commencé sa captivité, Alistair se tint devant elle. Le soleil couchant incendiait le ciel corse, peignant la mer de reflets d'or et de pourpre. L'air n'était plus lourd de silence, mais vibrant de promesses. Il ne lui tendit pas un contrat, mais une petite boîte en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant ostentatoire, mais une simple alliance en platine, sobre et élégante. « Le premier mariage était une chaîne, Chloé, » dit-il, sa voix grave empreinte d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je te demande maintenant si tu veux bien être ma femme, non pas ma possession, mais mon égale, ma partenaire, mon port d'attache. C'est un choix, pas une sentence. » Et là, le puissant Alistair Dubois, le roi de Marseille, mit un genou à terre, ses yeux ne la quittant pas, lui offrant non pas son monde, mais son âme. Son « oui » fut un murmure, mais il résonna plus fort que toutes les tempêtes qu'ils avaient traversées. Un serment scellé par un baiser qui avait enfin le goût de la liberté et de l'éternité. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une légende forgée dans le feu, une histoire de rédemption où la confiance s'était avérée être l'arme la plus puissante. La femme que l'on croyait achetée était devenue la reine, et le mafieux impitoyable avait trouvé en elle son humanité. Ensemble, ils regardèrent l'horizon depuis leur forteresse devenue foyer, non plus comme deux solitudes qui s'affrontent, mais comme une seule âme tournée vers un avenir qu'ils construiraient ensemble. Le prix de la trahison avait finalement été payé, non par la servitude, mais par un amour si profond qu'il avait tout racheté. Si leur voyage, de la haine à la dévotion, vous a touché, dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus ému. Votre passion nourrit nos histoires. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines romances. Merci de nous avoir accompagnés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure.